Mizuto est un nerd solitaire qui aime seulement lire des livres après que sa première copine lui ait brisé le cœur. Cependant, des années plus tard, son ex finit par devenir sa demi-sœur. Maintenant, il doit vivre sous le même toit qu'elle, priant de ne pas faire le Naruto Run à chaque fois qu'elle dit « Que fais-tu, grand frère ?» Tout commence dans la maison Harito, où Mizuto agit comme un sigma autour de sa nouvelle demi-sœur, Yume, pour éviter les accusations de Sweet Home Alabama. Cependant, son plan tombe à l'eau lorsque sa belle-mère, Yumi, lui dit d'emmener Yume à une librairie. Avant qu'ils ne puissent se disputer, Yumi part et une dispute éclate entre Yume et Mizuto. Ce soir-là au dîner, les parents regardent Mizuto et Yume et disent avec bonheur à quel point tout le monde a l'air heureux. Le père de Mizuto dit même à quel point il était stupide de penser que son fils idiot lancerait son épée de chair dans le ventre de Yume. Yumi, cependant, lui assure que dans cette maison, c'est seulement lui qui a toute l'action. Pendant ce temps, dans la cuisine, Yume dit à Mizuto qu'ils ne doivent rien faire qui puisse contrarier leurs parents. Mizuto, d'accord avec le plan, assure à Yume que ce qui s'est passé entre eux restera à jamais un secret entre eux et son cher journal. Cependant, sentant l'attitude froide de Yume, Mizuto lui demande pourquoi elle est de mauvaise humeur. D'un ton glaçant, Yume affirme que si elle ressemble à une Karen, c'est uniquement à cause de lui. Quelque temps plus tard, Yume voit Mizuto se détendre en paix. Le chromosome Uikao en elle l'incite à rapidement détruire cette paix, alors elle dit à Mizuto qu'il ferait mieux de commencer à l'appeler grande sœur. Confus, Mizuto lui demande pourquoi elle peut être la grande sœur. Yume soupire, remerciant silencieusement Dieu de ne pas l'avoir obligée à partager son sang avec ce mangeur de crayons. Elle continue ensuite d'expliquer que puisqu'elle est née avant lui, il est juste qu'elle soit la grande sœur. Cependant, Mizuto rétorque rapidement qu'ils sont littéralement nés le même jour, donc ils ont techniquement le même âge. Pourtant, Yume reste déterminée et affirme que même s'ils sont nés le même jour, elle est venue au monde avant lui. Quand Mizuto refuse de bouger, Yume le fixe jusqu'à ce qu'il lui propose de régler leurs différends avec un jeu. Après avoir réfléchi un peu, Yume dit à Mizuto que comme il cache un secret important, l'un d'eux finira par faire une erreur. Donc celui qui se trompe en premier perd. Suivant le plan de Yume, Mizuto déclare que ce jeu les aidera à mieux prétendre, leur permettant de devenir les beaux-frères et sœurs idéaux. Pour pimenter un peu les choses, Yume dit à Mizuto qu'il devrait avoir des points de pénalité, puisque régler cette affaire en une seule fois ne serait pas amusant. Mizuto est d'accord et Yume déclare avec enthousiasme que le jeu commence. Sans perdre une seconde, Yume commence à fouiner dans la bibliothèque de Mizuto, ce qui le contrarie, et il lui demande pourquoi elle fourre son nez de Pinocchio dans ses affaires. En souriant, Yume révèle que ce comportement est normal entre frères et sœurs, ce qui fait réaliser à Mizuto que Yume a proposé ce jeu tordu juste pour l'embêter. Cela l'inquiète, car sa réserve secrète et coquine est cachée dans un tiroir. En voyant Yume ouvrir son coffre au trésor, Mizuto lui dit rapidement qu'il est désolé de l'avoir blessé. En voyant ce sourire, Yume commence à se remémorer un vieux souvenir. Dans cet état nostalgique, elle finit par appeler Mizuto par son nom de famille, ce qui le pousse à affirmer avec assurance qu'elle est éliminée puisque les frères et sœurs n'utilisent pas les noms de famille. Rougissant profondément, Yume dit alors qu'il est éliminé aussi, mais Mizuto révèle audacieusement qu'il est parfaitement normal pour des frères et sœurs d'enterrer la hache de guerre. Alors que Yume est angoissée après avoir perdu le premier tour, Mizuto lui dit de faire face à la pénalité, alors Yume dit nerveusement les mots interdits. Le cœur de Mizuto fait immédiatement Doki Doki, tandis que tout son sang se précipite vers ses régions inférieures. Se reprenant, Mizuto ricane et dit à Yume de ne plus jamais jouer avec lui. Pourtant, les larmes aux yeux, Yume rétorque qu'il n'a jamais été aussi méchant avec elle auparavant. Voyant cela, Mizuto la console en lui tapotant la tête, mais cela ne fait que frustrer Yume davantage. Quelques jours plus tard, leurs parents prennent une photo d'eux à l'entrée de leur nouvelle école. Bien qu'ils ne s'en rendent pas compte, Yume et Mizuto pensent tous les deux qu'il sera difficile de se comporter comme des étrangers maintenant qu'ils sont dans la même classe et partagent le même nom de famille. Lors de la cérémonie d'entrée, Mizuto taquine Yume en lui rappelant de se faire des amis cette fois-ci, sinon elle mangera son déjeuner aux toilettes. Yume lui assure que cette fois ce sera différent car elle a une astuce de prête. Pendant que Mizuto pense qu'elle bluffe,
Yume se dirige avec confiance vers la scène et prononce un discours de bienvenue. Il s'avère qu'elle est la nouvelle représentante de première année. Son discours la rend instantanément populaire, ce qui devient évident lorsque leurs camarades de classe se rassemblent autour du bureau de Yume, aux grandes dames de Mizuto. Voulant se sentir plus léger, Mizuto se dirige vers les toilettes pour se soulager. C'est alors qu'il entend un groupe de garçons parler de Yume et dire qu'ils veulent la recouvrir comme un beignet crémeux. Mizuto ricane intérieurement, pensant que ces gars ont clairement besoin d'une lobotomie s'ils trouvent Yume mignonne. Les garçons discutent ensuite de la manière dont ils utiliseront Mizuto pour se rapprocher de Yume. Ce soir-là, lorsque Mizuto rentre chez lui, Yume lui demande si cela le dérange que d'autres l'utilisent comme un moyen de l'impressionner. Cependant, il écarte la préoccupation, lui conseillant de les ignorer. Le lendemain, lorsqu'un groupe de gars gentils la salue, Yume prend les choses en main au sens propre en attrapant le bras de Mizuto et en le pressant contre sa poitrine, demandant un peu d'intimité avec lui. Les garçons, surpris par cette proximité soudaine, lui rappellent que Mizuto est son demi-frère. Imperturbable, Yume déclare avec assurance qu'elle aime être coincée dans les machines à laver. Plus tard dans la soirée, avec leurs parents absents, les deux décident de préparer le dîner ensemble. Pendant qu'ils travaillent, Yume devient très consciente du moment où le bras de Mizuto était pressé contre elle plus tôt. Cependant, son indifférence totale l'agace, surtout quand il déclare avec désinvolture qu'il l'a déjà oublié. Frustrée que sa présence ne le perturbe pas le moins du monde, elle élabore un plan pour tester sa détermination. Peu après, Yume apparaît devant Mizuto, enroulé dans rien d'autre qu'une serviette, sa silhouette pleinement exposée. La vue le prend immédiatement par surprise, lui faisant s'étouffer avec sa boisson. Quand il questionne ses intentions, elle déclare nonchalamment que c'est sa maison et qu'elle peut s'habiller comme elle veut. Amusée par sa réaction rougie, elle s'installe à côté de lui et demande en taquinant s'il apprécie le charme de sa demi-sœur. Mizuto, devenant rouge vif, refuse de répondre, mais elle le surprend en train de jeter des regards furtifs, ce qui nourrit son amusement. Encouragée, elle envisage de franchir une étape supplémentaire, mais dans son excitation, elle trébuche et sa serviette glisse presque, exposant plus qu'elle ne le souhaitait. Alors que la panique s'installe, Mizuto avance soudainement, réduisant la distance entre eux. Yume se demande brièvement s'il va enfin réagir à ses provocations. Cependant, au lieu de faire un geste audacieux, il pose calmement sa veste sur ses épaules, la réprimandant pour avoir été négligente. Déconcertée par sa chevalerie inattendue, elle se lève précipitamment pour le remercier, seulement pour trébucher sur la veste qu'il vient de lui donner. En un instant, Mizuto tend la main pour la stabiliser, mais l'élan les envoie tomber sur le canapé dans une position intimement maladroite. Avec sa main reposant doucement contre sa joue, ils se penchent en avant, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre, l'air entre eux chargé de tension. Juste au moment où il semble qu'ils pourraient vraiment combler l'écart, le son indubitable des pas approchant de leurs parents brise le moment. Affolé, Yume se précipite pour se cacher sous le canapé, tandis que Mizuto se redresse, se réprimandant intérieurement pour avoir presque franchi une limite. Le lendemain à l'école, Mizuto est accueilli par un garçon avec une coupe de cheveux excentrique. Malgré sa politesse, Mizuto lui dit de dégager car il ne le laissera pas sortir avec Yume. Cependant, le garçon sourit, se révélant être Kaguya, et déclare qu'il est vraiment intéressé à devenir son ami. Pensant que Kaguya le drague, Mizuto dit à Kaguya qu'il n'est pas intéressé à jouer avec sa manette. Kaguya reste implacable et dit à Mizuto qu'ils sont amis à partir de maintenant, qu'ils le veuillent ou non. Dans la deuxième heure, Yume et ses camarades vont à l'infirmerie pour un contrôle physique. Là, une fille nommée Manami regarde les plans de Yume jusqu'à ce qu'elle se moque et dise à la fille que ses yeux sont ici. Manami s'excuse rapidement en révélant que cela la déprime beaucoup quand elle voit une fille avec des atouts plus imposants qu'elle. En l'entendant, Yume dit à Manami qu'elle comprend, révélant comment l'année dernière ses talents ressemblaient à des crêpes. Cela donne de l'espoir à Manami et pour la première fois de sa vie, elle se retrouve à prier pour qu'une transformation la touche. Quand l'examen de fitness est sur le point de commencer, Yume pense au fait qu'avant de s'inscrire dans cette nouvelle académie, elle avait fait l'effort conscient de changer son apparence et sa personnalité. Cependant, en ce qui concerne la condition physique, les choses pourraient encore être sombres.
Manami réussit brillamment l'examen, ce qui choque Yume car Manami ressemblait à une élève moyenne. Enfin, le tour de Yume arrive et elle se promet de ne pas prendre de retard et réussit à obtenir une note correcte. Après avoir terminé une course, Yume s'effondre d'épuisement mais Mizuto la rattrape juste à temps et la remet doucement à Manami. Manami lève un sourcil, surprise que Mizuto traîne encore alors que les autres garçons sont déjà partis. Plus tard, Yume avoue à Manami qu'elle est complètement nulle en sport. Maintenant soulagée, Manami trouve du réconfort dans le fait que Yume n'est pas parfaite. Elle rit du fait que Yume est mignonne, mais aussi hilarante en sport, ce qui, contre toute attente, les rapproche et marque le début d'une véritable amitié. En classe, Yume essaie de remercier Mizuto de l'avoir rattrapé plus tôt, mais il balaye cela d'une plaisanterie légère, ce qui l'irrite davantage qu'elle ne voudrait l'admettre. Le lendemain, Yume attrape une fièvre. Quand Manami l'apprend, elle accuse à moitié en plaisantant Mizuto de l'avoir surmené, insinuant qu'il est responsable de la maladie soudaine. Kaguya, qui est maintenant Larvae Spectre de Mizuto, intervient pour le défendre et dit à Manami d'arrêter de se moquer de son pote. Manami répond, accusant Kaguya de traîner avec Mizuto dans l'espoir de se rapprocher de Yume. Kaguya sourit et insiste sur le fait qu'il est au-dessus de ses objectifs mesquins, disant qu'il n'a pas besoin de courir après, il attire. Plus tard, Manami rend visite à Yume malade chez elle et commence à fouiller, manifestement curieuse de la dynamique entre les demi-frères et sœurs. Elle plaisante de manière ludique sur la question de savoir si leur relation fraternelle franchit parfois des limites. Mais Mizuto met rapidement fin à cela, lui disant de garder son imagination débordante limitée à... Une fois dans la chambre de Yume, Mizuto vérifie son état tandis que Manami observe silencieusement en arrière-plan. Toujours fiévreuse, Yume commence à confondre réalité et fantaisie, se remémorant des souvenirs de leur relation amoureuse. Elle marmonne des choses incohérentes dans son état hébété, demandant l'affection de Mizuto. Heureusement pour sa dignité, Manami ne saisit rien de tout cela. Revenant au présent, Yume reprend ses esprits juste au moment où Manami entraîne Mizuto pour l'aider à préparer quelque chose de chaud à manger pour Yume. Pendant qu'il cuisine, Manami prend un ton plus sérieux, disant à Mizuto qu'elle peut sentir qu'il n'est pas juste un gars détaché et cool, mais quelqu'un qui a vécu les hauts et les bas de l'amour. Elle le taquine ensuite en lui demandant ce qu'il ferait s'il commençait à sortir à nouveau avec quelqu'un et devait présenter la nouvelle fille à sa famille. Mizuto esquive naturellement la question avec des mots vagues et une expression neutre. Avant de partir, Manami jette un dernier regard à Mizuto et lui demande s'il est vraiment seulement le demi-frère de Yume. Mizuto répond fermement que oui. Après le départ de Manami, Yume, toujours au lit, devient un peu jalouse en voyant son demi-frère et Manami agir de manière complice dans la cuisine. Mizuto, sans s'y faire, lui dit de se détendre et de se reposer. C'est alors que Yume s'adoucit et le supplie doucement de ne plus la quitter. Elle attrape sa main et la place sur sa poitrine pour se réconforter. Mizuto, pris au dépourvu, commence à réfléchir au passé, à l'époque où ils étaient en couple et où la vie n'était pas si compliquée. Il se souvient comment ils se sont séparés après avoir obtenu leur diplôme de leur ancienne académie, réalisant qu'ils n'étaient pas compatibles. Mais le destin avait manifestement d'autres plans, car leurs parents ont fini par se marier, les transformant d'ex à demi-frères et sœurs. De retour au présent, Yume, qui semblait malade il y a un instant, commence à demander à Mizuto des choses aléatoires, comme s'il était son majordome personnel. Finalement, il se rend compte qu'elle exagère probablement la gravité de sa maladie. Elle l'avoue avec une excuse timide, mais Mizuto ne peut s'empêcher de la taquiner, affirmant qu'elle voulait juste une excuse pour se faire dorloter par lui. Soudain, Yume devient sérieuse et lui demande calmement de ne plus la quitter, ce qui rappelle à Mizuto à quel point leur histoire est encore compliquée et réelle. Il y a 6 mois, quand Yume était comme toi, une perdante mais une amoureuse dans l'âme, elle gardait toutes les choses que Mizuto lui avait données dans une boîte secrète. Cependant, en y repensant maintenant, Yume se rend compte qu'elle se comportait comme une Yunogasai de style cottagecore. Maintenant, dans le moment présent, Yume prend une profonde inspiration en tenant le sous-vêtement de Mizuto. Réalisant qu'elle se comporte comme une totale folle, elle jette rapidement le sous-vêtement sale. Cependant, cela ne fait que lui faire imaginer un scénario 50 nuances de fou avec Mizuto où il est sur le point de la fesser. Ne voulant pas revenir à son ancienne période de fille amoureuse,
Yume décide de rendre les sous-vêtements avant que Mizuto le découvre. Après avoir attendu que son demi-frère s'endorme, Yume se dirige discrètement vers sa chambre seulement pour voir Mizuto étreindre une armure d'intrigue comme si elle était censée le protéger des mauvais esprits. Les deux tiennent ensuite une réunion sur la pelouse où Mizuto adopte une approche sévère et demande à Yume de s'expliquer. Hésitante, Yume révèle que lorsqu'ils sortaient ensemble, elle gardait ses affaires en sécurité dans une boîte. En entendant cela, Mizuto commence à rougir, mais il nie ressentir un picotement dans son dingaling. Pour renverser la situation sur Yume, Mizuto lui demande d'admettre qu'elle voulait qu'il sache comment elle est une excentrique. Yume ne nie pas les accusations et dit seulement à Mizuto d'avouer son crime. Mizuto déclare ensuite que lorsqu'il prenait un bain, il a remarqué que son plot armor dépassait du sèche-linge. Avant qu'il ne puisse le remettre, son père est entré et il a simplement paniqué et a fini par emporter le vêtement avec lui. Yume l'accuse de mentir en disant que c'est ce qui lui est arrivé. Mizuto lance un regard noir à Yume lorsqu'elle lui demande s'il a fait quelque chose d'étrange avec son armure de complot. Quand Mizuto nie avoir fait quelque chose, Yume est un peu déçu. Voulant changer la conversation, Yume déclare qu'ils ont été hors limite récemment. Mizuto est d'accord et dit qu'ils doivent jouer leur rôle de frères et sœurs aimants plus diligemment. Mais en dehors de la maison, ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant que ce n'est pas illégal. Le lendemain après l'école, Yume surprend Mizuto avec une fille qui est exactement comme son ancien moi. Cela la contrarie et le lendemain, elle commence à se renseigner sur la mystérieuse fille. Minami dit qu'elle ne sait pas, mais ajoute qu'elle l'a totalement vu venir puisque Mizuto est plutôt beau garçon et est connu pour être bien pourvu. Cela ne fait qu'irriter davantage Yume qui en vient à la conclusion que Mizuto joue la pauvre fille. Une fois rentrée chez elle, Yume a une mauvaise surprise en trouvant une paire de mocassins. En colère, elle se rappelle qu'il lui a fallu 6 mois de relation avant que Mizuto ne l'amène chez lui. Après avoir inspecté les chaussures de près et pris des photos, Yume appelle Mizuto et lui demande de l'aider à prendre quelques trucs au magasin. Une fois que Mizuto accepte et part, Yume reste devant sa chambre, prête à avertir la fille de ne pas sortir avec un garçon comme Mizuto. Cependant, lorsqu'elle ouvre la porte, elle trouve Mizuto et se rend compte que la personne qui vient de sortir est sa nouvelle copine. Mizuto remarque rapidement que Yume agite un peu bizarrement. Curieux, il lui demande ce qui se passe. Sans un mot, elle lui montre une photo des mocassins et exige une explication. Mizuto soupire simplement et lui dit de vérifier sa propre chambre d'abord. Elle se précipite seulement pour ne rien trouver d'anormal. Quand elle revient, Mizuto lui dit qu'il est trop fatigué pour ce drame et lui demande de le laisser tranquille. Mais l'imagination de Yume devient comme une telenovela. Dans son esprit, Mizuto est soudainement la vedette d'une romance secrète, impliquée avec une fille mystérieuse et faisant des bêtises régulières. Pour se distraire, Mizuto se dirige vers la salle à manger mais s'arrête en voyant une chaise supplémentaire tirée à la table. Méfiant et troublé, il retourne dans sa chambre. Plus tard, Yume commence à se demander si elle tire des conclusions hâtives. Pendant ce temps, Mizuto, maintenant en plein mode détective, rassemble les pièces du puzzle. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un est entré chez eux à son insu. Quelques jours plus tôt, Mizuto vaquait à ses occupations lorsqu'une fille étrange l'a abordé avec une demande insensée. Elle voulait qu'il soit le père de ses enfants. Il l'a regardé complètement confus jusqu'à ce qu'elle enlève son déguisement pour révéler qu'elle n'était autre que Minami. Encore plus perplexe, Mizuto demanda pourquoi diable elle ferait une proposition aussi ridicule. Avec un sourire malicieux, Minami avoua qu'elle voulait que Yume devienne sa belle-sœur. Ce n'était pas Mizuto qu'elle visait, c'était Yume dont elle était obsédée. En l'entendant parler de Yume, Mizuto réalisa que Minami voulait taper dans la main de Yume. Minami ne s'est pas arrêtée là, elle continuait d'apparaître partout de la bibliothèque jusqu'à juste devant la maison de Mizuto comme un esprit collant qui voulait s'en prendre à lui. Désespéré, Mizuto a appelé Kaguya et demandé comment gérer la situation avec elle. Kaguya, toujours aussi calme, l'a averti que Minami n'était pas seulement persistante, elle était un véritable ouragan romantique. Il a même partagé une histoire sur la disparition mystérieuse de son dernier petit ami après avoir été émotionnellement et physiquement épuisé par son dévouement accablant.
Kaguya a ensuite proposé un plan maître. La seule façon de détourner l'obsession de Minami était de briser le fantasme qu'elle avait construit autour de Yume. C'est alors que Mizuto a eu une idée brillante. Il est allé directement dans la chambre de Yume et lui a proposé un rendez-vous de manière décontractée en guise de revanche pour le récent fiasco des sous-vêtements. Yume, prise de court, l'a regardé avec incrédulité, ne sachant pas si c'était une vengeance, une stratégie ou quelque chose de dangereusement réel. Le jour suivant, Yume se fait toute belle et attend son demi-frère. Avec Mizuto introuvable, Yume commence à se demander ce qu'il mijote. Quelques minutes plus tard, Mizuto arrive ressemblant à un serveur traiteur. Cependant, comme Yume n'a pas de goût, elle devient plus excitée qu'en voyant les chutes du Niagara en voyant Mazuto habillé. Les deux arrivent ensuite à un aquarium et, en attendant dans la file, Yume se demande si aller à un aquarium signifie des tartes à la crème garantie et remplir leurs impôts ensemble. Plus elle regarde Mazuto, plus elle souhaite l'engager pour son service personnel. Cependant, comme Mazuto est nonchalant, Yume fait semblant d'être impoli avec lui. Mazuto ignore le froid et attrape Yume par la main, la faisant couiner comme un petit cochon d'excitation. Ce que Yume ne sait pas, c'est que tout cela fait partie du plan de Mazuto pour éloigner Manami. 2 heures auparavant, Kaguya a suggéré à Mazuto d'emmener Yume à un rendez-vous pour qu'il puisse amener Manami à l'aquarium et lui montrer que Yume n'a Dieu que pour son demi-frère. Cela fera sûrement comprendre à Manami que Yume aime faire ses affaires en famille. Conformément au plan, Mazuto se détend avec Yume, sachant que Manami et Kaguya les espionnent. En suivant le conseil de son ami sur la manière de séduire les femmes, Mazuto essaie de complimenter Yume en lui disant que ses atouts semblent particulièrement généreux aujourd'hui. Juste au moment où les mots quittent sa bouche, Mazuto se maudit, mais à sa grande surprise, Yume rougit et le remercie. Intérieurement, Mazuto se demande pourquoi Yume agit comme une fille amoureuse. Voyant la scène de loin, Manami fronce les sourcils tandis que Kaguya lui demande si elle est prête à se réveiller au son de « Que fais-tu, beau-frère » Pour pimenter les choses, Mazuto attire Yume près de lui faisant sentir son odeur naturelle qui lui donne des frissons. Après s'être contrôlé, Yume demande à Mazuto d'arrêter de la toucher, mais il lui répond qu'il ne veut pas qu'elle soit si loin. Yume garde son calme et dit à Mazuto d'arrêter de la traiter comme une mangeuse de crayons, ce qui le fait penser que Yume le déteste profondément. Plus tard, Mazuto demande de l'aide à Kaguya, espérant obtenir des conseils. Mais Kaguya répond par un rire complice et dit à Mazuto de profiter de sa seule chance d'être près d'une femme. Sans renforts à venir, Mazuto décide de gérer la situation lui-même. Il appelle Yume et apprend qu'elle est perdue. S'attendant à un commentaire narquois ou une pique sarcastique, Yume est prise au dépourvu lorsque Mazuto prend la responsabilité de ne pas l'avoir suivie. Étonnée par sa gentillesse inhabituelle, elle s'exclame qu'il n'est pas censé dire des choses comme ça avant de raccrocher, complètement troublée. Elle reste dans un brouillard de confusion, incapable de comprendre ses propres sentiments. Ses pensées dérivent vers les premiers jours de leur relation lorsqu'ils continuaient à se croiser à la bibliothèque. Finalement, Mazuto a pris son courage à deux mains pour lui proposer un rendez-vous et l'a emmené à un festival animé. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, ils ont été séparés et Yume, souffrant de sandales douloureuses et d'un ego meurtri, s'est retrouvée assise seule, se sentant misérable. Quand Mazuto a appelé, elle a fondu en larmes, se reprochant d'avoir tout gâché, mais il lui a juste dit de rester où elle était. Alors qu'elle était assise là, se complaisant dans le doute de soi, souhaitant que sa mère l'ait simplement avalé, Mazuto est arrivé. Bien qu'il soit fatigué, il lui apporte un verre et la rassure qu'elle peut toujours compter sur lui pour une épaule ou un sexe sur lequel pleurer. Maintenant, dans le présent, Mazuto apparaît encore une fois, lui tend la même boisson et la taquine en lui suggérant de prendre un cours pour lire les cartes. Cela conduit à leur échange habituel, se lançant des insultes amicales avec une touche de nostalgie. Manami, qui les observe de loin, réalise que les deux ont en réalité un rythme naturel ensemble. Plus tard, Mazuto se retrouve à réfléchir à leur passé. Après la rupture, les mêmes traits qu'il aimait autrefois chez Yume sont devenus source d'irritation. Mais maintenant, sans le poids émotionnel de la romance, il est surpris de trouver qu'elle est assez tolérable. Après avoir terminé leur sortie, Yume rentre chez elle en première pour éviter de soulever des sourcils parentaux.
Peu de temps après son départ, Minami apparaît de nulle part et s'excuse pour son intrusion à domicile et demande à Mizuto de ne pas le dire à Yume. Il accepte à condition qu'elle commence à se comporter comme une personne normale. Minami, toujours attachée à son rêve de devenir la belle-sœur de Yume, prévoit maintenant de se rapprocher par des moyens plus socialement acceptables, comme être invitée en tant qu'amie plutôt que de s'installer discrètement. Pendant ce temps, Yume est toujours perdu dans ses pensées, ne sachant pas pourquoi Mizuto l'a emmené à un rendez-vous et encore plus perplexe à propos des chaussures inconnues qu'elle a aperçues à la maison. Lorsque Mizuto rentre à la maison, elle le surprend avec une séance photo punitive en utilisant ses anciennes lunettes. Elle prend une galerie entière de photos embarrassantes, les déclarant sa nouvelle collection pour soulager le stress. Pour couronner le tout, elle exige un câlin par derrière et lui fait chuchoter quelque chose de doux et de faux, juste pour satisfaire son fantasme d'une romance Wattpad. Le lendemain, pendant que Minami et Yume discutent comme des meilleurs amis, Kaguya s'approche et dit à Mizuto de venir le voir si Minami dépasse les bornes à nouveau. Mizuto le regarde avec méfiance et lui demande s'il a déjà été hospitalisé. Lorsque Kaguya confirme, Mizuto comprend soudain qu'il est le pauvre type qui a déjà fréquenté Minami. En y repensant, Mizuto se souvient qu'à l'époque où il sortait avec Yume, ils étaient à peine amis et leurs souvenirs n'étaient que superficiels. Actuellement, Yume ne cesse de harceler Mizuto pour qu'il l'accompagne faire du shopping afin qu'il puisse acheter un cadeau pour la fête des mères d'Umi. Mizuto demande à Yume pourquoi elle veut l'accompagner. Yume explique que ce sera pratique et qu'il pourrait partager le coût du cadeau. En entendant cela, Mizuto traite Yume de chasseuse d'or, ce qui énerve Yume. Cependant, Mizuto continue en disant que faire du shopping avec elle est aussi ennuyeux que d'avoir une aventure avec la grand-mère de quelqu'un. Yume le regarde froidement et retourne dans sa chambre. Quelques secondes après, elle arrive tout apprêtée, ce qui pousse Mizuto à réaliser que c'est pour cela que les hommes vont à la guerre. En voyant l'expression sur son visage, Yume sourit et dit à Mizuto qu'il vient avec elle comme punition pour avoir regardé sa demi-sœur avec ses yeux. Quelques heures plus tard, alors que les deux prennent un métro très bondé, Yume commence à rougir lorsque Mizuto se rapproche d'elle. Il s'excuse, mais Yume lui dit timidement que cela ne la dérange pas du tout. En arrivant au magasin, Mizuto demande à Yume s'il devrait acheter un lave-vaisselle pour le lave-vaisselle. Cela contrarie Yume qui dit à Mizuto d'arrêter de s'adonner au podcast Sigma. Finalement, il décide d'acheter un bouquet idiot. En voyant le cadeau, Umi commence à pleurer comme si elle venait d'apprendre que son vieux mari-lait ne l'avait pas incluse dans le testament. Yume sourit mais remarque que Mizuto s'est soudainement tue. Plus tard, elle le trouve devant le portrait de sa mère décédée. Mizuto remarque sa présence et l'invite à entrer, ce qui pousse Yume à demander des informations sur sa mère décédée. Mizuto commence à révéler comment elle est décédée lorsqu'il était très jeune, donc il ne se souvient de rien à son sujet. En entendant cela, Yume se tient tranquillement derrière lui, ce qui fait se demander à Mizuto ce qu'elle fait. Yume révèle qu'elle le soutient dans son moment de chagrin, car elle est après tout sa sœur aînée. Plus tard dans la journée, Mizuto dit à Yume qu'ils devraient laisser leurs parents seuls pour qu'ils puissent envoyer en l'air jusqu'à ce qu'ils aient les genoux en compote. Trouvant l'idée séduisante, Yume dit cependant à Mizuto qu'ils n'ont pas le budget pour envoyer leurs parents en lune de miel. Ayant déjà pensé à cela, Mizuto dit à Yume qu'ils devraient passer la nuit ailleurs. Yume panique complètement lorsque Mazuto mentionne l'idée de réserver un hôtel de charme car son esprit saute instantanément à une conclusion terrifiante, qu'il prévoit de faire d'elle une mère célibataire. Mais au lieu de sombrer en silence, elle refuse catégoriquement disant qu'il est hors de question qu'elle vive sa première fois dans une chambre qui est essentiellement un cimetière de tâches douteuses et de rêves brisés. Le jour suivant, Mazuto propose un nouvel arrangement. Il séjournera chez Kaguya pendant qu'Ume pourra rester avec Manami car ils vivent tous les deux à côté dans le même immeuble. Quelques jours plus tard, le duo se rend chez Kaguya où Manami remercie Mazuto pour la soirée pyjama avec Ume. Une fois installés dans leurs appartements respectifs, Kaguya révèle quelque chose de surprenant. Lui et Manami sont coincés dans le même drame de proximité depuis l'enfance. Ils ont grandi ensemble, se disputent comme des frères et sœurs, et vivent maintenant l'un à côté de l'autre comme si c'était la mise en scène d'une sitcom que personne n'a demandé. Kaguya, fidèle à lui-même et aimant le chaos, décide de semer la pagaille.
il demande à Masuto de façon décontractée s'il a déjà vu les melons d'Ume. Masuto essaie d'ignorer la question, mais Kaguya pousse les choses plus loin et le dit suffisamment fort pour qu'Ume l'entende à travers les murs. Naturellement, Ume explose par texto, traitant Masuto de pervers, tandis que Kaguya trouve cela hilarant. Masuto en a assez et retourne la situation en attachant Kaguya et en lisant à haute voix un ancien poème que le gars avait écrit pendant ses jours de jeune amoureux ringard. Une confession sincère sur son désir de devenir policier juste pour pouvoir protéger et épouser Manami. Quand Manami entend cela depuis la pièce d'à côté, elle est tellement embarrassée qu'elle semble vouloir se fondre dans les meubles. Plus tard dans la soirée, ils se retrouvent tous les quatre par hasard au même restaurant. Même si Kaguya et Manami continuent de se chamailler comme si elles étaient des ennemis jurés, elles se souviennent encore des commandes habituelles de l'autre. À un moment donné, Masuto se dirige vers la fontaine à boire, essayant de décider quoi prendre, quand Ume apparaît à côté de lui et mélange chaque boisson ensemble dans un seul gobelet comme un scientifique fou. Ne voulant pas être en reste, Masuto fait de même. Lorsqu'ils reviennent à la table, Ume et Kaguya les taquinent sans pitié. Plus tard, Manami s'approche de Masuto et lui demande s'il pourrait lui donner des cours de littérature japonaise. Il la regarde en plissant les yeux et lui demande pourquoi elle envahit soudainement son espace personnel. Manami sourit et admet que c'est juste pour rendre Ume jalouse. En réponse, Masuto renvoie la responsabilité à Ume, affirmant qu'elle est en fait une bien meilleure tutrice. De retour chez Kaguya, Masuto est plongé dans ses révisions de mi-semestre, tandis que Kaguya se prélasse au lit. Ume envoie un message à Masuto pour dire à Kaguya d'étudier. Et quand Masuto transmet le message, Kaguya demande paresseusement à quel point les examens sont difficiles. Masuto répond qu'elles sont assez difficiles pour que même quelqu'un comme lui, qui d'habitude improvise, ait besoin de faire des efforts. Cela motive Kaguya, il dit qu'il veut maintenant dépasser Manami, alors il décide de rejoindre Masuto en mode étude, espérant qu'un petit effort de dernière minute comblera l'écart. Ce soir-là, après que Kaguya se soit endormi, Masuto sort sur le balcon pour se détendre et finit par voir Ume faire exactement la même chose. Ils partagent quelques rires tranquilles et entament une conversation nostalgique sur la façon dont ils étaient complètement épris l'un de l'autre. Mais la réalité ne tarde pas à se rappeler à eux. Ils admettent tous les deux qu'ils ne passent autant de temps ensemble maintenant que parce que leurs parents se sont mariés. Quand Ume demande doucement si cette étrange cohabitation prendra fin un jour, Masuto hausse les épaules et dit qu'ils sont probablement coincés dans cette dynamique de demi-frères et sœurs pour toujours. Pas d'échappatoire, pas de remboursement. Après l'école, Manami demande à Ume de rentrer chez elle avec elle, mais elle lui répond poliment qu'elle doit étudier ses manuels. Manami fait la moue jusqu'à ce que certains de leurs camarades de classe lui conseillent de laisser Ume tranquille étant donné qu'elle a les meilleures notes. Plus tard dans la soirée, Yume étudie, sachant qu'elle doit maintenant maintenir ses meilleures notes, sinon elle sera un échec ambulant. Cela la ramène dans le passé où Misuto l'a surpassée lors d'un test de mathématiques, malgré le fait que c'était sa matière préférée. Déçue par cela, elle a étudié jour et nuit et heureusement a repris sa place. Cependant, sa victoire ne l'a pas satisfaite car lorsqu'elle a vu Misuto, elle a réalisé que contrairement à elle, Misuto ne se souciait pas vraiment des classes. En fait, Misuto l'a frappée avec une pose de personnage principal si impitoyable qu'elle s'est sentie comme une fille surchargée d'OnlyFans après une collaboration 10 contre 1. Cependant, son point de vue a changé lorsqu'ils se sont rencontrés à la bibliothèque et Misuto a commenté qu'il est logique qu'elle soit douée en mathématiques étant donné son goût pour les romans policiers. À ce moment-là, elle a réalisé que Misuto la surveillait de près. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée amoureuse de Misuto. À présent, alors que Yume se dirige vers la cuisine, elle trouve Misuto qui se prélasse et lui demande s'il a fini d'étudier. Lorsqu'il révèle négligemment qu'il s'en fiche, Yume lui dit que c'est pour cela qu'elle est la tête pensante de la famille. Agacé, Misuto dit à Yume qu'il va bientôt lui donner une leçon d'humilité. Le lendemain matin, lorsque Misuto voit Yume bâiller, il lui demande si sacrifier sa santé vaut les notes. Yume répond rapidement que oui, et pense que c'est parce qu'elle est la meilleure de sa classe qu'elle est populaire. Après le premier examen de mi-semestre, Yume se demande comment Misuto s'en est sorti. L'idée de perdre face à lui la ronge et elle décide de mener une petite enquête. Quelques instants plus tard, Yume bombarde Misuto en lui demandant pourquoi il a laissé la dernière partie de l'examen vide.
Elle lui dit de ne pas mentir car elle sait qu'il a délibérément laissé les questions sans réponse. Mizuto prétend avec désinvolture qu'il a juste manqué de temps, mais Yume n'y croit pas puisqu'elle l'a vu poser son stylo alors qu'il restait encore 10 minutes au chrono. Cela déclenche une dispute entre eux, se terminant par Yumi qui s'en va furieuse dans sa chambre. Même avec la tension palpable entre eux, leur rivalité académique ne faiblit pas. Ils continuent de passer le reste de leurs examens en attendant les résultats. Yume est confiante d'être en tête de la classe, mais lorsque les résultats sont affichés, elle est choquée de voir que Mizuto a pris la première place. Il apparaît juste à temps pour le lui rappeler avec arrogance, et Yume réalise qu'il a dû exceller dans toutes les autres matières pour compenser les points qu'il a laissés de côté en littérature japonaise. Après son départ, Yume s'inquiète que, maintenant qu'elle n'est plus la numéro 1, les gens pourraient la traiter différemment. Mais à sa grande surprise, Minami et ses amis se précipitent et la saluent avec la même énergie que d'habitude. Cela amène Yume à pleurer de joie. Elle réalise alors que Mizuto a probablement fait tout cela exprès, non pas pour lui-même, mais pour lui montrer que sa valeur n'est pas liée à son rang académique. Voulant le remercier, elle se précipite à la bibliothèque mais s'arrête net en le voyant avec leur camarade de classe, Higashira. Et tout d'un coup, sa gratitude se transforme en jalousie en pensant que Mizuto essaie de séduire Higashira. Pendant ce temps, Mizuto demande à Higashira comment elle définirait le lien de l'amitié. Malheureusement, sa réponse est à peu près aussi utile que Sakuta dans l'équipe 7. Alors que Mizuto se lève pour partir, Higashira lui demande soudainement de l'aider à mettre ses chaussettes. Tout en faisant cela, il pense à quel point elle est l'une des seules personnes avec qui il s'est vraiment connecté à un niveau plus profond et plus authentique. Peu après, il croise Yume et Minami. Mizuto présente Higashira comme son nouvel ami. Mais quand Minami s'approche pour dire bonjour, il lui dit doucement de laisser de l'espace à Higashira car elle devient facilement nerveuse. Sans un mot, Yume se tourne et s'éloigne et Minami se précipite après elle. De retour chez elle, Yume s'assoit avec ce sentiment inquiétant de jalousie. Elle se rappelle à elle-même que Mazuto n'est que son demi-frère, rien de plus, rien de moins, mais cela ne suffit pas à apaiser complètement son esprit. Le lendemain, Yume commence à agir de manière très douce et attentionnée envers Mazuto, ce qui le déconcerte. Plus tard, il se confie à Higashira à propos de cela et elle lui dit qu'il devrait simplement demander directement à Yume ce qui se passe. Elle explique que les gens ont souvent des attentes sur la façon dont ils veulent que leur vie se déroule et quand quelque chose perturbe ce plan, ils commencent à se comporter de manière inattendue. Ce soir-là, Mazuto rend visite à Yume dans sa chambre. Il l'accompagne jusqu'au coin, remarquant qu'elle est visiblement troublée. Après l'avoir taquinée juste assez pour la rendre nerveuse, il lui dit directement que son comportement récent le désoriente. Il lui demande d'être honnête avec lui. Après une pause, Yume admet qu'elle est jalouse de Higashira. Elle explique que même si elle et Mazuto sont sortis ensemble, elle l'appelait toujours par son nom de famille, alors qu'Higashira utilise déjà son prénom et cela pique un peu. Elle demande hésitamment s'il est normal de ressentir de la jalousie envers un demi-frère, à quoi Mazuto répond que ça a l'air un peu étrange. Mais ensuite, il rit et lui dit qu'il savait qu'elle était un peu bizarre dès leur rencontre, ce qui parvient d'une manière ou d'une autre à la faire se sentir mieux. Le jour suivant, Yume prend son courage à deux mains et s'approche d'Higashira pour la saluer. Cependant, Manami, ne se souciant pas du tout, demande directement à Mazuto et Higashira s'ils le font dans le placard du concierge. Confuse, Higashira demande ce qu'il se passe, ce qui pousse Mazuto à expliquer que Yume avait eu l'impression qu'elle avait un faible pour lui. Higashira, visiblement horrifiée à cette pensée, s'exclame qu'elle préférerait coucher avec un cactus plutôt que de considérer un mâle bêta comme Mazuto comme partenaire. En entendant cela, Mazuto ajoute que si une fille l'aimait vraiment, elle ne ferait probablement pas ce genre de commentaires devant lui, ce qui clarifie enfin la confusion. Dans le passé, Mazuto et Yume ont commencé leur brève romance dans la bibliothèque de l'académie. Bientôt, Yume a réalisé que Mazuto fait brûler son cœur de la même manière que les nouilles Samyang brûlent son postérieur. N'ayant pas d'autre choix que de déclarer son amour éternel, Yume a décidé d'écrire ses sentiments dans une lettre d'amour et de la laisser dans le casier à chaussures de Mazuto. Malheureusement, à la dernière heure, elle a perdu son courage et n'a pas pu se confesser.
Avec le temps et ne pouvant plus contenir ses sentiments, Yume rassembla son courage et remit la lettre à Mazuto. En la lisant, Mazuto dit à Yume que bien qu'il la considère comme une personne simple, il sortira avec elle. Maintenant, en y repensant, Yume qualifie cette courte romance avec Mazuto de simple perte de temps. Après l'école, Higashira trouve une lettre indiquant que si elle ne veut pas que son secret soit révélé, elle ferait mieux de venir chez McDonald's. Craignant le pire, Higashira arrive rapidement au restaurant et apprend que tout cela était l'œuvre de Yume et Manami. Yume s'excuse, révélant qu'elle voulait seulement lui faire une farce, jusqu'à ce que Manami dise sciemment à Higashira qu'elle connaît son petit secret honteux. Terrifiée, Higashira les implore de ne dire à personne qu'elle a prétendu être un garçon efféminé sur Twitch. Choquée, Manami déclare qu'elle voulait juste dire qu'elle sait pour son béguin pour Mazuto. Cependant, lorsque Higashira fait l'innocente et révèle qu'elle ne sait pas ce que signifie l'amour et comment c'est censé se sentir. En entendant cela, Yume et Manami sont toutes les deux choquées car à ce moment-là, Higashira devrait être en train d'introduire son armée de doigts dans sa grotte tout en fantasmant sur le petit Mazuto de Mazuto. Voulant aider une copine, Manami se penche et chuchote quelques commentaires douteux sur Mazuto juste pour voir comment elle réagit. Et voilà, Higashira commence à s'échauffer comme un téléphone Samsung de Temu, confirmant qu'il pourrait y avoir quelque chose qui se trame dans son cœur. Minami propose de l'aider à se rapprocher de Mizuto, mais Higashira hésite, affirmant qu'elle est satisfaite de la situation actuelle. Yume regarde cela se dérouler et se rappelle quand elle n'a pas pu trouver le courage de donner sa lettre d'amour à Mizuto. Il devient évident que Higashira n'a pas le courage de dire ce qu'elle ressent vraiment. Avec un peu d'encouragement, Higashira décide qu'il est enfin temps de tenter sa chance et de voir si elle peut débloquer le forfait petit ami de luxe. Le jour suivant, les filles les prévoient de garder les choses simples tout en essayant de trouver une ouverture. Mais Mizuto ne lui jette même pas un regard, encore moins montre un quelconque intérêt. C'est alors que tout le monde réalise clairement qu'il ne voit pas Higashira de cette manière. Minami, ne voulant pas abandonner, décide de pimenter les choses en offrant à Higashira une vue de premier plan sur ses propres atouts pour la motiver. Mais même après tout cela, Mizuto reste complètement indifférent. Se sentant découragé, Higashira commence à penser que tomber amoureuse d'un ami est peut-être une erreur. Finalement, Ume et Minami conviennent qu'elle a peut-être juste besoin d'un regain de confiance et d'une chance de prendre les devants à sa manière, alors ils optent pour un relooking complet. Higashira entre dans la bibliothèque ressemblant à une déclaration de mode sur pattes et Mizuto essaie de ne pas se transformer en statue. Alors qu'elle s'assoit de plus en plus près, Mizuto continue de s'éloigner comme si elle avait des microbes. Il la prévient de ne pas s'approcher trop près, mais Higashira sourit simplement et lui dit de ne pas hésiter. Puis, de nulle part, Mizuto la prend en clé de bras et commence à lui ébouriffer les cheveux pour l'agacer encore plus. Contrarié par le tournant des événements, Higashira lui tend un peigne et lui demande de l'aider. Et quand Mizuto accepte, Higashira se sent rempli de bonheur. Plus tard, les filles lui disent qu'il est temps d'avouer, mais Higashira insiste qu'elle n'est pas encore prête. Minami la pousse à tenter sa chance avant de la perdre, tandis que Ume suggère de passer plus de temps avec Mizuto, puisque c'est ce qu'il aime le plus de toute façon. Le lendemain, elle l'aide à se préparer et se cache à proximité, alors qu'elle retrouve Mizuto derrière le bâtiment de l'école. Une fois qu'il arrive, Higashira se lance dans un discours complet sur la façon dont les gens l'ont toujours trouvée agaçante, mais qu'il l'a traitée comme une vraie personne. C'est pourquoi elle ne veut plus rester juste amie. Mizuto est clairement touché et admet qu'ils s'entendent bien, mais la rejette quand même. Il lui dit qu'il est le genre de gars qui peut seulement se concentrer sur une personne à la fois, et en ce moment, cette place est déjà prise par quelqu'un qui ne la mérite probablement même pas. Il s'excuse à plusieurs reprises tout en se cachant derrière le mur. Ume réalise exactement de qui il s'agit. Elle est stupéfaite, incapable de comprendre pourquoi Mizuto rejetterait quelqu'un pour elle, surtout maintenant qu'ils ne sont que demi-frères et sœurs. Le jour suivant après les cours, Higashira est vue traîner avec Mizuto à la bibliothèque. Elle lui dit de manière décontractée qu'elle veut voir ses magazines coquins pour savoir comment éveiller le serpent dans son pantalon. Cependant, Mizuto taquine légèrement Higashira, ce qui la fait grimacer de douleur. Il lui dit ensuite que ces derniers temps, elle est devenue comme toutes les autres filles qui le veulent pour son corps sexy. Higashira ignore la remarque et dit à Mizuto, en plaisantant, que la prochaine fois qu'il se débarrassera de ses bébés,
il pourra l'imaginer sans vêtements. Fatigué, Mizuto dit à Higashira que si elle n'arrête pas, il ne sera plus ami avec elle. Higashira reprend rapidement ses esprits et s'excuse en envahissant l'espace personnel de Mizuto avec sa poitrine. Reprenant sa contenance, Higashira dit à Mizuto qu'elle est sérieuse à propos des magazines pour adultes. Mizuto soupire et lui demande si elle serait à l'aise de venir chez un garçon juste pour voir sa collection de Playboy. Higashira déclare innocemment que puisqu'il l'a déjà rejetée, il ne devrait pas y avoir de quoi s'inquiéter. Ébranlé par sa désinvolture, Mizuto finit par céder. Plus tard, Higashira attend Ume et Minami. Quand ils arrivent, Minami dit immédiatement à Higashira que sa tenue crie pauvreté. Ume est d'accord et dit qu'elle est contente de l'avoir invité à une sortie entre filles. Alors que Higashira a l'air complètement garçon, épaté, Manami annonce qu'il est temps pour une autre transformation. Ajoute que comme elle va se retrouver seule avec Mazuto demain, elle doit s'habiller comme un mannequin de Victoria's Secret. En entendant leur plan, Higashira dit nerveusement aux filles qu'elle est plus fauchée que les perdants qui regardent ce récapitulatif, ce qui amène Umi à lui assurer qu'elle et Manami paieront pour cette virée shopping. Cependant, elle doit essayer chaque tenue qu'elle lui suggère. Peu de temps après, Higashira a du mal avec une robe choisie par Ume et Manami. Elle essaie de dire aux filles que le look n'est pas top. Rassemblant son courage, Higashira sort en ressemblant à une fille de lavage de voiture très attirante, ce qui amène et Manami à réaliser qu'elles ne valent pas mieux qu'un homme. En voyant ses formes généreuses, les filles disent à Higashira que le dieu du scénario l'a certainement créé avec une main dans le pantalon. Après avoir récupéré des mouvements de poitrine de ses bazookas, Ume et Manami demandent à Higashira d'essayer le reste des robes. Cependant, à la fin, elles réalisent que dans chaque robe, Higashira ressemble à Crystal, la fille qui travaille au coin de la rue. Agacée, Higashira porte sa tenue habituelle jusqu'à ce que Manami lui propose d'essayer d'imiter la tenue d'Ume. Cependant, le problème est qu'elle va directement copier le style d'Ume. Confuse, Higashira demande pourquoi c'est un problème et Manami révèle que c'est un péché capital dans le monde des filles de copier la tenue de votre ami. Manami demande alors à si elle serait prête à changer son style vestimentaire pour que Higashira puisse avoir des relations avant que ses œufs ne soient plus viables. Soupire, réalisant que c'était la véritable stratégie de Manami, voulant la voir dans des vêtements serrés. Dans la loge, est incitée à réfléchir au passé lorsqu'elle sortait avec Mazuto. Elle se rappelle que lorsque Mazuto l'a invitée à un rendez-vous, elle a réfléchi à ce qu'elle allait porter. Et après avoir parcouru Pinterest, elle a opté pour une jolie robe. Pourtant, à sa grande consternation, Mazuto ne se soucia pas de remarquer sa nouvelle robe. Pensant qu'il est ce Sigma, elle a décidé de terminer le rendez-vous en silence jusqu'à ce que Mazuto Blanchi lui dise que sa robe était mignonne. Il a ajouté qu'étant donné qu'il ne voulait pas que son pôle sud dépasse de son pantalon, elle devrait éviter de porter des mini-jupes à l'extérieur. En entendant cela, son cœur a immédiatement battu plus vite car Mazuto a finalement montré de la possessivité envers elle. À partir de ce jour-là, elle ne portait que des vêtements qui rendraient Mazuto heureux. Maintenant, dans le présent, décide qu'il est temps de dire adieu à son ancien sens de la mode et sort en jean slim. D'autre part, Higashira s'habille dans un style similaire à mais trouve la tenue trop mignonne à son goût. Cependant, elle change d'avis rapidement lorsque Mazuto approuve sa robe. Le lendemain, Higashira passe chez Mazuto, au grand étonnement de ses parents qui se demandent avec amusement s'il envisage de passer à la vitesse supérieure. Lorsque Mazuto l'emmène dans sa chambre, Ume arrive à l'improviste. Visiblement pas ravi de la visite, Higashira, imperturbable, attrape un livre et s'installe dans le lit de Mazuto, mentionnant avec désinvolture que tout va bien puisqu'elle a déjà été rejetée. Au bout d'un moment, elle commence à se sentir fatiguée et demande à Mazuto un massage des épaules. Alors qu'il l'aide, Higashira commence à réagir d'une manière qui rend Ume visiblement agacée. Elle leur rappelle qu'il existe des limites, mais Mazuto répond que chacun a sa propre version de ce que sont ses limites. Higashira demande ensuite de l'aide pour mettre ses chaussettes, expliquant qu'il est difficile pour elle de se pencher à cause de sa morphologie. Plus tard, se retrouve seule avec Higashira et lui demande comment elle parvient à rester amie avec Mazuto, même après avoir été rejetée. Higashira admet que bien qu'elle serait contrariée s'il se faisait un nouvel ami et s'éloignait,
tout ce qu'elle veut, c'est conserver la connexion spéciale qu'ils ont déjà. En entendant cela, Yume commence à voir Higashira différemment, réalisant que ses sentiments sont plus liés à la loyauté qu'à la compétition. Après avoir accompagné Higashira aux toilettes, Ume confronte Masuto sur son comportement un peu trop amical avec elle. Masuto répond simplement que c'est juste comme ça entre eux. Se sentant irrité, enlève ses bas et le met au défi de l'aider à les remettre, essayant clairement de renverser la dynamique de pouvoir. Masuto accepte à contre-cœur, mais avant que quoi que ce soit puisse aller plus loin, il reçoit un message de Higashira demandant de l'aide apparemment. Ses parents la bombardent de questions et elle a besoin d'une échappatoire rapide. Masuto la raccompagne chez elle et en chemin, Higashira lui dit comment ses parents ont supposé qu'elle était son ex. Elle a précisé qu'elle avait été rejetée et qu'elle n'était pas complètement remise. Elle demande alors s'il peut lui offrir un peu de soutien émotionnel de temps en temps. Après avoir dit au revoir, Masuto réfléchit à la journée agréable et décontractée, comme les moments qu'il passait avec Ume à la bibliothèque. Il se demande si, s'ils n'avaient jamais été en couple, ils auraient pu garder quelque chose d'aussi significatif sans tout le bagage compliqué. Masuto se souvient du moment où il a embrassé dans une ruelle tranquille et comment cela l'a conduit à l'inviter le lendemain quand la maison était vide. Visiblement troublé, a mentionné que c'était sa première visite chez un garçon et a déclaré sans grande subtilité qu'elle serait assez contrariée s'il faisait entrer d'autres filles dans sa chambre. S'asseyant sur son lit, elle remarqua que sa chambre ressemblait moins à une chambre à coucher et plus à une librairie. Nerveusement, elle s'est penchée pour un baiser, mais Masuto étant Elle a sorti un roman à la place et a suggéré qu'ils lisent ensemble. Après avoir terminé le chapitre, elle a essayé de faire un autre geste, mais Masuto a proposé de la raccompagner chez elle avant que ses parents ne commencent à organiser une battue. Sur le chemin du retour, était discrètement triste car elle espérait un développement intime sous les draps, mais tout ce qu'elle a eu était un moment de complicité. Pendant ce temps, Masuto jouait la carte du calme et de la maîtrise de soi, mais au fond de lui, il s'en voulait de ne pas avoir eu le courage de faire avancer leur relation, même s'il l'avait totalement prévu. Quand leur troisième année a commencé, ils ont découvert qu'ils avaient été placés dans des classes différentes. Masuto dans la classe 1, Ume dans la classe 3. Ume était déçu à ce sujet, grommelant que l'école n'était tout simplement pas la même sans lui. Masuto a essayé de la rassurer, plaisantant à moitié qu'ils pourraient encore se retrouver à la bibliothèque après les heures de classe pour leur session de lecture habituelle. Un après-midi, est arrivée à la bibliothèque un peu en retard et a raconté avec excitation à Masuto qu'elle avait rencontré une fille. Elle a dit que la fille lisait un de ses livres préférés et qu'elle avait enfin trouvé le courage d'engager la conversation, chose qu'elle n'aurait jamais pu faire avant de rencontrer Masuto. Pendant les jours suivants, n'a pas pu cesser de parler de sa nouvelle amie. Finalement, elle a même dû annuler certaines de ses sorties habituelles avec Masuto. Comme elle se faisait plus d'amis, Masuto se sentait un peu laissée pour compte. Puis un jour, en discutant au casier, Ume lui dit qu'elle ne pouvait plus aller à la bibliothèque parce qu'elle était prise avec son nouveau cercle. Sur le chemin du retour, elle continua de parler avec enthousiasme de ses dernières aventures sociales jusqu'à ce que Masuto décroche en route et finisse par rentrer chez lui tout seul. Après s'être calmé, il a regretté d'avoir été froid avec elle et a décidé de se réconcilier le jour suivant. Il se trouve prévoyait déjà d'annuler ses plans avec ses amis juste pour prendre de ses nouvelles. Mais lorsqu'elle est arrivée à la bibliothèque, elle a trouvé Masuto en train de parler à une autre fille et a imaginé le pire scénario possible. Une fois que la fille est partie, s'est approché de lui avec son visage de reine des glaces et Masuto s'est rapidement excusé d'avoir craqué plus tôt. Il a admis qu'il avait eu l'impression qu'elle s'éloignait et ne savait pas comment gérer cela, mais Yume ne l'a pas cru. Elle l'a accusé d'essayer de se rapprocher de quelqu'un d'autre. Misuto a expliqué que la fille avait simplement demandé une recommandation de livre, mais Yume n'était pas entièrement convaincu. De retour à la maison, savait probablement qu'elle réagissait de manière excessive, mais la scène la piquait toujours. De son côté, Misuto continuait de rejouer le moment dans sa tête, réalisant que tout ce que voulait, c'était partager sa vie avec lui pour qu'il ne se sente pas exclu. Le lendemain, ils se sont croisés dans une librairie. Misuto a suggéré qu'ils essaient de passer outre ce qui s'est passé et de réparer les choses. Ils étaient d'accord tous les deux, mais même après s'être réconciliés, il y avait une gêne tacite entre eux. Ensuite,
Yume a vu une affiche pour un festival et a pensé à demander à Mizuto de l'accompagner. Mais au lieu de le contacter, elle est restée assise tranquillement en espérant qu'il apparaisse comme par magie et la trouve comme il l'avait fait l'année précédente. Finalement, elle a réalisé que ce genre de pensée magique ne résoudrait rien. Si elle voulait vraiment arranger les choses, elle devait parler. Un mois entier est passé sans un seul message de Mizuto. Yume gardait un petit espoir qu'il pourrait lui envoyer un texto pour leur premier anniversaire, mais son téléphone est resté aussi sec que la foufoune de ta maman. Pendant qu'elle était occupée à aider à décorer pour le festival culturel, Mizuto passait son temps à la bibliothèque comme si rien n'avait changé. Pendant le feu de camp, Yume a passé du temps avec ses amis, tandis que Mizuto restait à l'écart, comme un personnage en arrière-plan. Elle a passé Noël seule, se rappelant silencieusement le moment où Mizuto lui avait offert sa veste l'année précédente. Ils ne se sont pas vus non plus le jour de la Saint-Valentin. Finalement, Mizuto a décidé de mettre fin à leur relation juste avant la remise des diplômes. Il a admis qu'il l'avait vraiment aimée autrefois, mais que la distance entre eux l'avait épuisé. Rompre lui semblait être sa seule échappatoire de l'impasse émotionnelle dans laquelle ils étaient coincés. Mais ensuite, l'univers leur a lancé un coup du sort. Mizuto et Yume sont devenus demi-frères et sœurs après que leurs parents se sont mariés. À présent, Yume rend visite à Mizuto pour emprunter un livre. Il mentionne sans y penser que c'est le même qu'ils ont lu quand ils sortaient ensemble. En discutant, Mizuto avoue qu'il avait en fait prévu d'aller plus loin le jour où elle est venue, mais il a renoncé parce qu'elle avait l'air nerveuse. Yume devient confuse et agacée, révélant qu'elle était prête à l'époque, mais qu'elle était seulement nerveuse parce que c'était sa première fois et qu'elle ne savait pas comment agir. Alors que le ciel pleut abondamment, Yume reçoit un message de Uni disant qu'elle et son mari ne pourront pas rentrer chez eux ce soir. Plus tard, alors que Yume reste enfermée dans sa chambre, elle remarque une paire d'antennes. Quelques secondes plus tard, un cri fort résonne dans la maison d'Ashido. Terrifiée, elle arrive dans la chambre de Mizuto, révélant qu'elle a vu quelque chose de dégoûtant. Quand Mizuto dit qu'elle vient de voir Gakacha, Yume crie de dégoût. Même si Mizuto vaporise de l'insecticide dans sa chambre, Yume a toujours peur du cafard et décide de dormir dans son lit pour la nuit. Elle le taquine, lui disant de garder son petit Mizuto sous contrôle, mais Mizuto lui assure qu'il n'a pas l'intention de la rendre maman de son bébé. Déçu par son manque de volonté de la draguer, Yume le traite de lâche pour ne pas avoir le courage de faire un geste et de devenir intime avec sa belle-sœur. Maintenant épuisé, il se tourne dos à dos pour dormir, mais au milieu de la nuit, Mizuto se réveille pour trouver Yume tourné vers lui. Avec son visage si près du sien, Mizuto oublie de respirer un instant. Il est alors frappé par la nostalgie et se remémore tous les souvenirs qu'il a partagés avec elle. À ce moment-là, il se rend compte qu'il ne peut tout simplement pas effacer le fait qu'ils soient sortis ensemble. Avec cela, Mizuto reconnaît enfin les sentiments persistants qu'il a, mais comprend qu'il doit arrêter de ressentir Doki Doki pour sa belle-sœur. Le lendemain matin, leurs parents rentrent à la maison et Yume rejette en plaisantant la faute sur Mizuto d'avoir peur du cafard. Leurs parents, voyant la scène, laissent échapper un petit rire et disent au duo à quel point ils ressemblent à un couple. En exprimant leur soulagement que les frères et sœurs s'entendent bien, ils annoncent qu'ils se rendront à Oban pour rendre visite à des parents. Ils mentionnent que tout ce qu'il y a à faire là-bas, c'est jouer dans la rivière et leur demandent d'emporter des maillots de bain pour le voyage. Leur mère insiste pour qu'ils sortent faire du shopping ensemble pour de nouveaux maillots de bain et Yume, toujours prudente, décide de se déguiser pour éviter toute attention indésirable. Elle tend une casquette à Mizuto et lui dit de cacher aussi son visage peu attrayant. Cependant, Mizuto déclare qu'elle agit comme s'ils étaient des micro-célébrités. Yume réplique qu'elle ne veut pas que quelqu'un les voie ensemble car elle préférerait attirer Max plutôt que d'avoir son nom associé au sien. Plus tard, Yume est dans le vestiaire en train d'essayer des maillots de bain et demande à Mizuto son avis. Il est complètement pris au dépourvu quand elle sort, ressemblant à un buffet de tenues de plage. Mizuto, trop embarrassé pour la regarder directement, dit que ça a l'air bien, mais quand Yume demande plus de détails, il finit par fixer sa poitrine comme un cerf pris dans les phares. Le visage de Yume devient rouge vif et elle se précipite dans la cabine d'essayage. Après un moment pour se ressaisir, elle décide de choisir celui que Mizuto semblait le plus aimer.
Sur le chemin du retour, elle le remercie pour sa compagnie, mais Mizuto dit simplement qu'il joue juste le rôle de la famille heureuse pour leurs parents. Ils arrivent bientôt à l'endroit où ils ont échangé leur premier baiser. Un vent léger ravive tous les souvenirs et Yume se retrouve à chercher un baiser, mais Mizuto la ramène à la réalité en lui tapotant le front. Bien qu'elle soit déçue, elle comprend qu'ils ne sont pas en Alabama. Le lendemain, ils continuent maladroitement à faire semblant devant leurs parents, qui commencent à les taquiner en disant qu'ils agissent comme un couple. Ce soir-là, Higashira se présente pour regarder un film et Yume est agacée car elle repose sa tête sur les genoux de Mizuto. Pour aggraver les choses, Higashira ouvre sa veste sans façon et commence à se gratter la poitrine, faisant réaliser à Yume à quel point Higashira est à l'aise avec Mizuto. Après la fin du film, Higashira demande à Mizuto ce qu'il en a pensé et il commence à donner des descriptions détaillées de ce qu'il a aimé. Ces mots ont à peine du sens alors qu'il commence à s'assoupir. Higashira, sans hésiter, offre ses genoux comme oreiller, disant que ses gros bazookas l'empêcheront de voir son visage laid. Cependant, Mizuto, à peine éveillé, finit par s'endormir sur les genoux de Yume. Higashira remarque à quel point Mizuto est mignon quand il dort. Elle plaisante en disant qu'il ne saurait même pas si elle l'embrassait là, juste là, mais Yume l'interrompt rapidement, la prévenant de ne pas gaspiller un baiser sur quelqu'un qui n'est pas intéressé. Higashira, complètement indifférente, admet qu'elle se retient autour de Mizuto depuis un certain temps maintenant, mais elle voudrait qu'il soit son premier baiser. Après avoir taquiné Yume un peu, Higashira décide qu'il est temps de partir, laissant Yume seule avec Mizuto. Plus tard, la mère de Yume demande si Mizuto et Higashira sortent ensemble, et Yume donne une réponse vague, ne révélant pas trop. Sa mère commente qu'ils sont mignons ensemble et suggère que Yume devrait aussi trouver un petit ami. Alors que Yume se rend dans sa chambre, elle réfléchit au fait que, malgré tout, Mizuto est toujours le seul avec qui elle se voit. Un jour, alors qu'ils sortaient ensemble, Yume reçoit un appel inattendu de Mizuto en pleine nuit. La sonnerie soudaine lui remonte immédiatement le moral, rendant difficile le contrôle de son rythme cardiaque rapide. En décrochant, Mizuto lui avoue qu'il voulait entendre sa voix. Yume, partageant les mêmes sentiments, dit à Mizuto qu'elle aussi voulait l'entendre. Cependant, leur échange ne dure qu'une minute, juste assez pour qu'elle entende le léger bruissement des arbres en arrière-plan. Quand elle le commente, Mizuto annonce que son téléphone est sur le point de s'éteindre et termine l'appel. L'adieu brusque la laisse sentir comme une vidéo classée X, oubliée une fois qu'elle a accompli son but. À présent, la famille Waki se dirige vers la campagne pour célébrer Obon. Natsume les accueille chaleureusement, visiblement heureuse de voir Mizuto et Yume en si bons termes. Avant que quiconque puisse s'installer, une fille pleine d'énergie se précipite et enlace Yume dans un câlin surprise. Au fur et à mesure que les présentations se poursuivent, Yume apprend que la fille s'appelle Madoka, et le garçon qui les accompagne est Chikuma, tous deux petits-enfants de l'oncle de Natsume. Madoka ne perd pas de temps et invite Yume à enfiler un maillot de bain car la famille se dirige vers la rivière pour un barbecue. Près de la rivière, la famille se détend pour un après-midi rempli de plaisir. Yume sent un regard sur elle et voit Chikuma la regarder fixement quand il pense que personne ne regarde. Elle réalise que le mariage de Miniki avec sa mère provoque probablement des remous dans la famille, rendant essentiel que son histoire avec Mizuto reste bien cachée. Entre-temps, Madoka se penche et complimente la taille fine de Yume, la comparant à la sienne. Quand elle demande s'il y a un petit ami dans l'histoire, le regard de Yume se tourne vers Mizuto, un acte qui n'échappe pas à la vigilante Madoka, qui déclare en plaisantant que l'arbre généalogique pourrait bientôt connaître un rebondissement gênant. Madoka révèle alors qu'elle connaît Mizuto depuis l'enfance. Malgré des années passées à essayer de se rapprocher, il la repousse toujours en disant « Retourne dans le royaume d'où tu viens ». Lorsque Mizuto décide de partir au lieu de nager, Madoka ignore le rejet et attrape Yume pour une baignade rapide. Ce soir-là, alors que les lanternes vacillent et que des encas grillés sont distribués, Yume et Madoka aident à servir des boissons. Madoka suggère à Yume de se coucher tôt car le reste de la famille prévoit de veiller tard pour des jeux, des discussions et peut-être des histoires de fantômes. Avant de se rendre dans sa chambre, Yume passe par la bibliothèque pour informer Mizuto que la salle de bain est libre. Cependant, il est plongé dans un livre sans aucun marque-page en vue. Lorsqu'on lui demande,
Il explique qu'il n'en a pas besoin puisqu'il se souvient de chaque détail. Le livre, dit-il, est l'autobiographie de son arrière-grand-père et puisqu'il n'est publié nulle part, il le lit à nouveau chaque fois qu'il rend visite. L'histoire, selon Masuto, a joué un rôle crucial dans la formation de son identité. Il l'a découvert enfant et c'est devenu le premier livre qu'il a lu en entier. L'autobiographie raconte le temps que son arrière-grand-père a passé dans une prison soviétique après la guerre de Sibérie. 3 années de captivité décrites avec une prose douloureusement vive. Le livre mentionne également une mystérieuse danseuse, ce qui éveille l'intérêt de Yume. Masuto lui tend le livre, l'encourageant à explorer l'histoire elle-même. Lorsque Yume demande si quelqu'un d'autre l'a lu, Masuto mentionne que c'est peu probable car le livre était enterré sur une étagère oubliée lorsqu'il est tombé dessus pour la première fois. Alors qu'elle lit cette stupide histoire d'amour, une seule larme tombe sur la page. Elle s'apprête à l'essuyer, mais s'arrête en réalisant qu'il y a déjà une marque d'eau fanée au même endroit, comme si quelqu'un d'autre avait pleuré au même moment il y a des années. Quand Masuto revient, Yume lui demande à propos de son premier amour. Il dit simplement qu'elle riait beaucoup. La réponse amène Yume à supposer qu'il parle de Madoka et cette pensée la met mal à l'aise. Le lendemain matin, Madoka invite Yume à l'aider à choisir un yukata pour le festival d'été. Mais Yume est distraite tandis que ses pensées tournent autour des façons dont elle a maltraité Masuto par le passé. Madoka perçoit le changement et la questionne doucement. Mais Yume, incertaine de comment exprimer ses sentiments, reste silencieuse. Décidant de prendre les choses en main, Madoka piège plus tard Yume et Mizuto dans une pièce ensemble, déclarant joyeusement qu'elle attend des résultats. La porte se referme avec un clic, plongeant la pièce dans un silence total. Yume reste immobile. Une vague de souvenirs la submerge. Leur rupture lui avait autrefois semblé un soulagement, une libération de la pression. Mais maintenant, elle réalise qu'elle ne l'avait jamais vraiment désiré. Le regret grandit alors qu'elle pense à toutes les choses laissées en suspens, l'appeler cet été-là, le surprendre à Noël, lui faire du chocolat pour la Saint-Valentin. L'attente devient trop longue et elle finit par avancer et étreindre Mizuto, éclatant en larmes. Finalement, elle explique comment l'idée que Madoka aurait pu être son premier amour l'avait profondément troublé. Mizuto précise qu'il n'a jamais eu de sentiment pour Madoka. Alors qu'il quitte la pièce, Mizuto remarque nonchalamment que son nez coule. La remarque désinvolte brise la tension, faisant rire Yume à haute voix pour la première fois depuis un moment. Il ajoute ensuite que son premier amour riait aussi comme ça. Ce n'est qu'alors que Yume comprend. Il ne parle pas de quelqu'un du passé, il parle d'elle depuis le début. Le jour suivant, Madoka admire à quel point Yume est charmante dans son yukata rose, s'attardant sur chaque détail comme si elle coiffait un mannequin. Quelques instants plus tard, Mizuto sort vêtu d'un habit traditionnel, paraissant si incroyablement beau que Yume veut garder cette image pour sa collection personnelle de souvenirs. Mal interprétant la situation, Madoka suppose qu'elle veut faire prendre sa propre photo et tend nonchalamment son téléphone à Mizuto. À l'étonnement de Yume, il le déverrouille sans hésitation. Ce soir-là, alors qu'il traîne maladroitement derrière le reste du groupe en direction du festival, Yume demande discrètement à Mizuto pourquoi il continue à venir malgré son aversion évidente pour la foule. Il répond que Madoka l'entraîne ici chaque année sous le prétexte d'être son seul ami et il a abandonné l'idée de résister. Peu après, Madoka revient main dans la main avec Chikuma et suggère avec enthousiasme que Yume devrait aussi tenir la main de Mizuto. Mizuto essaie de se retirer, mais Yume prend sa main et fait remarquer que c'est tout à fait normal pour des frères et sœurs. Cela déclenche un léger débat entre eux sur qui est l'aîné, mais le moment semble plus léger que d'habitude. Yume se rend compte que le fardeau émotionnel qu'elle portait s'est allégé depuis la nuit précédente. Alors qu'ils déambulent à travers le festival, ils arrivent à un stand de tir. Chikuma tente sa chance, mais lorsque Madoka se penche contre lui en riant, Yume se demande tranquillement si les frères et sœurs typiques se comportent vraiment de manière aussi proche. Après que Chikuma échoue à remporter un prix, Madoka demande à Mizuto d'essayer ensuite et de redorer l'honneur du groupe. Elle incite également Yume à rester proche et à agir naturellement. Pendant que Mizuto aligne son tir, Yume trébuche et le heurte, ce qui fait dévier son visé et renverser accidentellement une peluche.
Mizuto remet le prix à Chikuma sans hésiter. Soupçonneux, il se tourne vers Yume et demande si l'accident était intentionnel. Yume réplique en le comparant à la façon dont Higashira se comporte souvent autour de lui. Mizuto précise que les pitreries de Higashira ont la subtilité d'un personnage de dessin animé à idée fixe, tandis que les actions de Yume sont bien plus calculées. Plus tard, un parent éloigné s'approche et exprime son soulagement que Mizuto ait maintenant quelqu'un pour veiller sur lui. Yume est surpris par le commentaire, ayant toujours supposé que le compagnon le plus proche de Mizuto était la solitude, avec une touche de réflexion philosophique. Alors que la nuit touche à sa fin et que les feux d'artifice approchent, il réalise que Mizuto a disparu. Madoka explique qu'il disparaît comme ça chaque année. Yume comprend progressivement la situation, réalisant qu'il a dû se sentir mal à l'aise lors du barbecue plus tôt, ce qui explique probablement pourquoi son père l'a laissé partir si facilement. Elle réfléchit à la façon discrète dont Mizuto montre qu'il se soucie des autres, par exemple quand il a donné le jouet à Chikuma sans hésitation. Elle est ensuite frappée par la manière dont elle connaissait si peu ce côté de lui pendant leur relation. Leur temps ensemble avait été intense mais limité, et elle voit maintenant combien elle a manqué. Ne voulant pas abandonner le fantasme embrouillé dans lequel ils vivent maintenant, Yume part à sa recherche. Pendant ce temps, Mizuto lutte avec ses pensées en solitude. Depuis la mort de sa mère, il est confus par la sympathie qu'il reçoit. Cette perte a créé un vide qu'il a inconsciemment comblé avec des livres. Les histoires lui ont donné de la couleur, de la perspective et une raison de continuer. Quand il a parlé à Yume pour la première fois, c'était sur un coup de tête, mais après leur premier rendez-vous, il a vu à quel point elle pouvait être ignorante, charmante dans son ignorance des choses que la plupart des gens considèrent comme acquises. Sa naïveté lui a fait ressentir quelque chose de nouveau, le confort étrange d'être celui qui offre de la sympathie au lieu de la recevoir. Cela la rendait réelle d'une manière que personne d'autre ne l'avait jamais été. En le cherchant, Yume commence à comprendre sa place dans son histoire. Elle réalise qu'elle avait autrefois le pouvoir de changer toute sa narration. Quand elle le trouve enfin, elle lui lance quelques remarques sarcastiques avant de se rappeler du moment où il l'a appelée tard dans la nuit avec le bruit des arbres bruissant en arrière-plan. Elle réalise qu'il a dû appeler de cet endroit même il y a 2 ans. À ce moment, elle réalise que l'appel n'était pas aléatoire, c'était sincère. Elle demande comment il connaissait le mot de passe de son téléphone plus tôt. Mizuto répond avec désinvolture qu'il a entré la date de leur premier baiser. Cela surprend Yume, qui se souvient alors qu'elle avait peut-être utilisé le même mot de passe pour son téléphone à l'époque. Ils échangent une série de remarques taquines, glissant progressivement dans le rythme familier de leur passé. Alors que les feux d'artifice commencent, ils s'assoient ensemble, regardant en silence. Submergé, Mizuto se met à pleurer. Yume se penche et lui donne 2 doux baisers, une promesse silencieuse de réécrire leur histoire sans répéter les erreurs du passé. Le lendemain, la famille retourne en ville. Yume décide d'accepter son rôle non seulement en tant qu'ancienne petite amie de Mizuto ou ex compliquée, mais aussi en tant que demi-sœur et peut-être plus avec le temps. De retour à l'école, Higashira s'accroche à Mizuto avec détermination, seulement pour être intercepté par Kaguya, qui le critique pour courir après quelqu'un alors qu'il a déjà une certaine fille silencieuse qui le regarde de loin. Mizuto essaye de désamorcer la situation, mais Higashira et Kaguya se lancent rapidement dans une rivalité ludique pour savoir qui mérite de rester le plus proche de lui. Kaguya accuse Higashira de viser plus que de simples émotions intimes, tandis que Manami intervient et le fait taire rapidement avec son énergie, sans compromis. Yume, regardant ce chaos se dérouler, apprécie silencieusement d'avoir enfin trouvé un cercle d'amis, bien que très dysfonctionnel. Vivre parmi eux pourrait ressembler à survivre dans une sitcom, mais elle est prête pour cela. À la maison, Mizuto et Yume se remémorent leur temps en tant que couple. Bien qu'aucun d'eux n'ait complètement tourné la page, ils choisissent d'aller de l'avant. Au lieu d'effacer leur histoire, ils décident de commencer un nouveau chapitre, un où les erreurs deviennent des leçons et la fin reste à écrire. Penses-tu que Mizuto et Yume sortiront ensemble un jour? Et si tu veux une fille un peu ça comme Higashira, écris en commentaire « J'adore Oppai ». Pour plus de résumés, regarde cette vidéo ici.